Donc, notre première audition de cet après-midi est celle de Monsieur Francis Duzeux, président de l'Union française des industries pétrolières, l'UFIP, et de Messieurs Daniel Le Breton, directeur marketing produit au sein de la branche marketing et services, et Jean-Paul Cazalet, délégué environnement au sein de la direction environnement et développement durable de Total. Je rappelle que cette audition est ouverte au public et à la presse et qu'elle fait l'objet d'une captation audiovisuelle qui sera diffusée sur le site du Sénat. Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, demander aux personnes auditionnées de prêter serment. Je rappelle, pour la forme, qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Monsieur Francis Duzeux, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Avec le micro, s'il vous plaît, pardon. Appuyez sur... Je le jure. Merci. Monsieur Daniel Le Breton, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Monsieur Jean-Paul Cazalet, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Donc alors pour le coup, je suis en même temps aujourd'hui et rapporteure et présidente de cette commission d'enquête. Je m'excuse par avance de l'absence de mes collègues, mais comme nous sommes vendredi, ils ont dû repartir. Ce matin, on était plus nombreux, repartir dans leur circonscription, comme vous pouvez l'imaginer. Donc ce que je vais vous proposer, c'est que vous fassiez un exposé, on va dire à peu près d'une quinzaine de minutes, et ensuite on aura des questions de manière interactive. Je vous remercie. Madame et messieurs, bonjour. Merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez, comme ça fait l'objet d'une captation audiovisuelle, voilà, si vous pouviez rapprocher le micro. D'accord. Donc merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur ce sujet important. Je voudrais d'abord vous dire quelques mots sur l'UFIP. Nous représentons tous les segments de l'industrie pétrolière en France, via une trentaine d'entreprises qui adhèrent à notre organisation, chacune intervenant dans un ou plusieurs de ces segments, dont Total, qui participe à cette audition, et au nom duquel nous exprimons également ce propos liminaire. Exploration et production d'hydrocarbures, 800 000 tonnes de pétrole sont produites sur le territoire national chaque année. Raffinage, tous les raffineurs de métropole. Logistique et distribution, sachant que plus de 60% des volumes de carburant distribués le sont par la grande distribution. La France a consommé 74 millions de tonnes de produits pétroliers en 2014, soit le même niveau qu'il y a 30 ans. Ce qui souligne, malgré une croissance économique très importante sur cette période, tous les efforts de réduction de consommation, d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique qui ont été accomplis sur la période. En 2014, les importations de gaz ont été de 19,3 millions de tonnes, soit 50% de la consommation, et les exportations d'essence de 3,2 millions de tonnes, soit 35% de la production. Notre industrie est depuis des décennies au cœur de la satisfaction des besoins d'économie en général, des consommateurs industriels et des ménages, notamment en ce qui concerne la réalisation des besoins de la mobilité. Elle a ainsi contribué au progrès économique du pays, à la productivité, à l'amélioration du niveau de vie, à la mécanisation, au progrès de notre agriculture. En France, en 2011, le pétrole représentait 44% de l'énergie finale et 93% de l'énergie du transport. Même si nous prévoyons une baisse entre 20 et 30% des carburants routiers dans les 25 années à venir, le pétrole restera une énergie incontournable dans les prochaines décennies. Aujourd'hui, notre industrie représente de l'emploi et des ressources fiscales pour le pays, en comptant les emplois directs et indirects générés dans les secteurs de l'exploration et production d'hydrocarbures en France, du raffinage, de la distribution, de la logistique, du stockage et du transport de produits pétroliers, de la pétrochimie aussi, de l'industrie parapétrolière et des fournisseurs de biens et de services aux entreprises. On estime que le secteur pétrolier réunit en France près de 200 000 emplois et plus de 350 000 emplois avec la pétrochimie et la chimie. Chaque année, l'industrie pétrolière collecte pour le Trésor public plus de 32 milliards d'euros, dont 24 milliards de TICPE et 8 milliards de TVA. Elle acquitte par ailleurs plus d'1 milliard d'euros d'autres impôts et taxes, impôts sur les sociétés, contributions économiques territoriales, etc. Dans un contexte de réponse quotidienne aux attentes des consommateurs, de réduction de la demande pétrolière et d'amélioration constante de ces produits, notre industrie est en adaptation permanente pour répondre aux évolutions de la demande du marché national sur le plan quantitatif aussi bien que sur le plan qualitatif et pour réduire ses impacts. Mais je dois souligner la vulnérabilité économique de notre outil de raffinage et logistique nationale dans un contexte extrêmement critique de surplus de capacité en Europe. J'en viens maintenant aux questions de votre commission sur la manière dont notre industrie aborde le sujet des émissions liées à nos procédés industriels d'une part,
et à la consommation de nos produits d'autre part, en précisant que nous avons la pleine maîtrise de nos procédés industriels, bien sûr, mais par contre que nous ne sommes qu'un des acteurs de la consommation des carburants, qui fait intervenir également la technologie des moteurs et des équipements, la maintenance des véhicules et le comportement de conduite. Tout d'abord, je voudrais souligner que notre industrie rappelle constamment le besoin de consommer moins, de consommer mieux et de protéger l'environnement. Et je pense que les quelques chiffres qu'on va vous donner par la suite vont montrer des progrès considérables qui ont été effectués au cours de ces 30 dernières années. Les mesures et la surveillance des émissions au niveau local, les bilans de l'ADEME et les données publiées par le CITEPA, Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique, qui est un organisme de référence et qui fait autorité sur ce sujet, le montrent. La France occupe à cet égard une position très positive au titre de ses émissions par habitant, puisque par exemple elle émet 4,4 kg par an et par habitant de SO2, c'est beaucoup moins que l'Allemagne ou que la Grande-Bretagne, et que la moyenne européenne est de 9,1. Autre exemple, 12,4 kg par an et par habitant de composés organiques volatiles, là encore, beaucoup moins que ses voisins, alors que la moyenne européenne est de 14,6 kg par an et par habitant. Les bilans secteur économique et énergie établis régulièrement par le CITEPA montrent la chute très importante des émissions depuis une vingtaine d'années. S'agissant du SO2, qui constitue la principale émission du secteur du raffinage pétrolier, les émissions ont diminué de 121 kilotonnes entre 1990 et 2011, soit une baisse de 70%, alors que les traitements de brut n'ont baissé que de 30% pendant cette période. La baisse de la teneur en soufre des combustibles liquides, la moindre utilisation du fioul lourd, la mise en place d'actions d'économie d'énergie, l'amélioration du rendement énergétique des installations expliquent ces résultats. On constate que les dépassements de valeurs limites de concentration dans l'air ambiant en moyenne horaire ou en moyenne journalière sont désormais rarissimes au niveau des sites industriels. Ces résultats reposent en particulier sur une réglementation européenne exigeante dont témoigne la directive de 2010 sur les émissions industrielles qui définit le principe des documents de référence sur les meilleures technologies disponibles, validés par les conclusions qui ont été fait l'objet d'une décision officielle de la Commission européenne le 9 décembre 2014. Le document de référence concernant le raffinage, qui s'appelle le BREF, Best Available Technique en Europe, récemment publié, décrit ainsi, conformément au principe de la directive, un éventail très large de techniques de réduction des émissions mises en œuvre par notre industrie, au-delà des ajustements possibles sur chaque site au niveau des bruts traités et combustibles utilisés. Plus en aval dans la chaîne logistique, 2 directives européennes ont imposé le contrôle de la récupération des composés organiques volatiles, des essences, respectivement lors des phases de stockage en dépôts pétroliers et de livraison dans nos stations-service, ça date de 1994, et lors de la distribution à la pompe en station, ça date de 2009. Plusieurs centaines de millions d'euros ont été investis par l'industrie pétrolière en équipement dans les raffineries et dans les dépôts pétroliers, sur les camions de livraison et dans les stations-service. Pour terminer sur les réalisations et les investissements de notre industrie, il faut signaler que le raffinage a investi de l'ordre du milliard d'euros en France dans la décennie 2000 pour fabriquer des essences et des gazoils à 10 ppm de soufre, qui sont destinés à permettre la mise en place de technologies peu émissives au niveau des moteurs et de l'échappement. Il faut ajouter à ce chiffre un autre milliard d'euros d'investissement dans les capacités d'hydrocraquage qui consistent à convertir le fioul lourd en produits légers et à réduire considérablement les émissions liées au brûlage de fioul lourd. Je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on ne brûle plus de fioul lourd. Elle a dans ce contexte agi avec force pour l'abaissement des teneurs en aromatique, en oléfine, en benzène, en plomb, en soufre. Le soufre a été divisé par 200 pour les essences et l'augmentation de l'indice d'octane. L'abaissement des teneurs en polyaromatique et en soufre ont été divisés par 1000 pour le gazoil et l'augmentation de l'indice de cétane. L'industrie pétrolière a ainsi développé des carburants d'encore meilleure qualité qui ont notamment facilité le développement par les constructeurs automobiles de technologies permettant de réduire considérablement les émissions des moteurs diesel jusqu'à des niveaux proches de zéro. N'oublions pas non plus que nos adhérents proposent dans leurs stations-service de nombreux produits premium reposant sur des additifs de haute technologie, détergents, meilleure performance qui contribuent à réduire les émissions. Elle a ainsi concouru à l'amélioration très importante des émissions liées au trafic routier. Il faut signaler que, alors que le trafic routier en France a augmenté entre 1990 et 2010 de près de 35% en kilomètres parcourus, ces émissions de PM10, les particules de diamètre inférieur à 10 micromètres, ont diminué de 39%.
Ces améliorations sont issues du renouvellement du parc automobile combiné à la réduction drastique des émissions de particules des véhicules neufs, moins 97% de PM10 à l'échappement entre les normes Euro 1 et Euro 6 pour les véhicules diesel. Au-delà des réalisations déjà effectuées, la directive européenne appelée IED, Industrial Emission Directive, mentionnée plus haut, a pour but une réduction supplémentaire des émissions. Ces nouvelles perspectives vont entraîner des contraintes supplémentaires majeures pour notre industrie. En effet, la publication du bref raffinage va se traduire par l'obligation pour chaque site de respecter d'ici fin 2018, sauf dérogation, des valeurs limites d'émissions, les VLE, alignées sur les meilleures techniques disponibles en Europe. Notre secteur a chiffré l'investissement nécessaire à 20 voire 50 millions d'euros par site en moyenne, plus les frais opératoires récurrents. De nombreux sites demanderont dans ces conditions un aménagement des délais pour s'aligner sur le calendrier des grands arrêts. Par ailleurs, certains sites ne seront pas en mesure de respecter l'échéance du 1er janvier 2016 pour la mise en œuvre de certaines mesures liées aux grandes installations de combustion. D'autres projets européens nécessitent également une grande attention. Dans le projet de directive plafond nationaux d'émissions, le plafond SO2 proposé à ce jour fait l'objet de discussions car il doit être revu à la baisse. Il amènerait sinon potentiellement le raffinage à devoir aller au-delà des meilleures techniques disponibles. Nous avons aussi demandé de prévoir plus de flexibilité, en particulier une clause de révision des plafonds qui soit basée sur l'évolution macroéconomique. Exemple, un surcroît d'activité ou au contraire, malheureusement, une baisse importante d'activité. Et celle aussi du mix... Excusez-moi de vous interrompre, parce que c'est pour nous lire une note, honnêtement, compte tenu des délais qui nous sont impartis, vous nous communiquerez votre... le sujet de la commission d'enquête, c'est d'être interactif, vous parlez de la représentation nationale, parce que honnêtement, je pense pas que ce soit très efficace. Voilà. Si vous pouviez nous résumer en quelques mots... Non, ce que je voulais... en deux, trois idées fortes. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a eu des progrès considérables de réaliser au cours des 30 années au niveau, parce que finalement, il y a deux parties pour notre industrie. Il y a la partie industrielle, tout ce qui est raffinage, logistique, dépôt de distribution, station-service, où là, j'ai toute une série de chiffres, mais bon, vous les connaissez sans doute, il y a eu des progrès considérables. Le deuxième aspect, c'est la consommation de nos produits et les impacts sur les émissions dans l'air, qui là aussi ont fait l'objet de progrès assez considérables. Alors, la problématique pour nos industriels et pour notre raffinage, comme vous le savez, on est en face d'un gros surplus de capacité de raffinage en Europe. Pourquoi? C'est parce que la demande en produits pétroliers baisse. Et il est prévu d'ailleurs qu'en Europe et dans ce pays, la demande continue à baisser de 20 à 30% sur les 20-25 ans qui viennent. Donc on se trouve avec un surplus de capacité d'environ 100 millions de tonnes. Ça veut dire qu'on s'attend, non seulement les compagnies pétrolières, mais toutes les agences officielles, à une fermeture d'environ 25% des raffineries en Europe. Comme il y en a 80 pour l'instant, vous voyez, ça veut dire la fermeture de 20 raffineries à peu près. Donc on se trouve nous industriels, mais aussi vous dirigeants et décideurs, d'un dilemme qui est, si je sévérise les normes pour les Européens et pour les Français, je vais forcément accélérer la fermeture des usines. Pourquoi? C'est parce que nous sommes depuis 3 à 4 ans en face d'une concurrence extraordinaire qui nous vient essentiellement des États-Unis. Comme vous le savez, les États-Unis ont développé considérablement les gaz de schiste. Le gaz de schiste est en train de relancer considérablement l'industrie lourde américaine, et en particulier la pétrochimie. Pourquoi? C'est parce que c'est un combustible qui est 3 à 4 fois moins cher que ce que nous devons dépenser ici en Europe, en général et en France en particulier. Ça veut dire qu'on a un mal fou à être concurrentiel. D'autre part, des raffineries modernes, grosse capacité, nouvelles technologies viennent de démarrer en Arabie Saoudite. Là encore, des VLCC de produits finis, d'essence et de gazoil viennent dans nos ports et viennent en concurrence directe avec notre raffinage. Donc, l'arbitrage dont je parlais, c'est est-ce qu'il faut continuer à sévériser au risque d'entraîner des fermetures ou d'accélérer des fermetures d'unités industrielles, ou au contraire, il faut essayer de préserver un outil de raffinage. La question qu'on avait posée à Bercy il y a quelques années
et également au Parlement européen, c'était est-ce que l'outil de raffinage est un outil stratégique? Est-ce qu'on doit avoir un outil de raffinage? La réponse était oui, parce qu'on peut considérer que la France pourrait toujours négocier un contrat de pétrole brut avec les grands producteurs, avec les grandes compagnies. Par contre, dépendre à 100% d'importation de produits finis pour satisfaire les besoins des Français, qui représentent 46% des besoins des Français, et ça ne va pas changer beaucoup, c'est un problème majeur, parce que ça veut dire qu'on déplace la pollution ailleurs, parce que dans les autres pays, ils n'ont pas ces contraintes que nous avons. Donc ça nous paraît une décision très importante. Donc, pour conclure, et après je laisserai mes collègues répondre à des questions plus techniques si vous en avez, on a fait des très gros progrès, il est prévu de continuer à en faire, mais la recommandation de notre industrie, c'est de bien mesurer l'impact de nouvelles législations qui sévériseraient les normes, qui coûteraient plus cher, sur la compétitivité de nos usines et de toute la chaîne logistique. Voilà. Merci. Je vous en prie. Je n'ai pas de texte particulier à vous présenter, mais ce que je vais vous rappeler, c'est comment sont nées les spécifications qu'on utilise aujourd'hui. Quand on s'inquiète aujourd'hui de la pollution automobile, c'est le sujet que je vais traiter, on regarde les véhicules anciens qui ont une vingtaine d'années. Et bien, il y a 20 ans, il y avait un grand programme de recherche européen avec les constructeurs d'un côté, les pétroliers de l'autre, et on a cherché à définir les spécifications des carburants. C'est ce programme-là qui est à la base des spécifications qui sont en cours aujourd'hui. Et donc on a adapté à l'époque les carburants aux voitures qui ont aujourd'hui 20 ans. Alors il y a eu 3 vagues de spécifications. Il y a eu une vague en 2000, une vague en 2005 et une vague en 2008. Les 2 dernières essentiellement consacrées au soufre pour pouvoir permettre l'arrivée de nouveaux systèmes de dépollution. Donc aujourd'hui, on a déjà des carburants qui sont adaptés aux anciens véhicules. Il y a pratiquement plus de marge de progrès pour ces véhicules-là. On ne peut pas brutalement, si on compare les véhicules il y a 20 ans et les véhicules de maintenant, dire je vais changer le carburant et puis je vais faire comme si, ça va faire comme si ces véhicules anciens vont émettre autant que les véhicules nouveaux. Non, on a changé complètement d'ordre de grandeur. Aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, on a des filtres à particules, on a des systèmes de destruction des oxydes d'azote à l'échappement des poids lourds. Pour l'instant, ça vient sans les véhicules. Donc on est dans un autre monde. On est descendu d'un facteur 10 à peu près. Donc on suit le monde automobile. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée quand vous dites on est dans un autre monde? C'est-à-dire je veux dire, on n'est plus dans le monde d'il y a 20 ans sur les véhicules. On a des véhicules qui sont beaucoup moins polluants qu'il y a 20 ans. Parce qu'on les a équipés de matériel sophistiqué. Et pour que ces matériels sophistiqués fonctionnent, par exemple, on a développé un produit que vous avez peut-être déjà vu en station-service qui s'appelle de l'AdBlue. Ce produit-là, c'est destiné à la dépollution des moteurs de camions aujourd'hui. Demain, des moteurs de voitures. C'est un produit qu'on injecte à l'échappement des camions et qui permet de détruire les oxydes d'azote. Et de même, il y a 20 ans, il n'y avait pas de filtre à particules. Donc les véhicules du jour, ils sont très éloignés des véhicules qui, entre guillemets, qui polluent aujourd'hui et qui ont été testés il y a 20 ans et qui ont donné les spécifications des carburants qu'on connaît aujourd'hui. Voilà la situation que je voulais vous montrer. Merci. J'avais juste deux petits points à faire valoir comme ça. C'est un point qui concerne la taxe générale sur les activités polluantes pour le groupe Total en France, liée à l'air. Elle a été en deux ans, entre 2012 et 2014, elle a été multipliée par 2,5 à périmètre constant. Et le deuxième point qui va au-delà de ça, c'est que Total est un groupe certes pétrolier, mais peut-être avant tout, puisqu'on fait plus de la moitié de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, gazier. Donc on fait plus de la moitié de notre activité est sur du gaz. Et notre directeur général l'a dit dans la presse récemment, et c'est toutes les analyses de cycle de vie faites aux États-Unis et en France montrent que le gaz, dans le cadre de la production électrique, est 2 fois moins émissif. Quand je dis émissif, c'est pas qu'en CO2,
c'est également en particules, c'est également, enfin, d'une manière générale, l'impact environnemental et l'impact sur la santé du gaz est 2 fois moindre que le charbon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie.